Donc, un grand merci à Jean-Pierre. Jean-Pierre travaillait dans une société qui s'appelait Brennus et dont il ne vous parlera pas puisque c'est une nouvelle société qui s'appelle PriceFX. C'est une société dont il va vous parler, mais qui a vraiment énormément de beaux produits sur l'optimisation des prix. Il était pricing scientist, donc scientifique des prix, de la tarification, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si j'ai bien compris, Jean-Pierre, maintenant tu t'engages vers une brillante carrière de data scientist. Et Oui, donc, enfin, c'est juste un renommage sur les cartes, sur les cartes de visite. ce qui nous semble beaucoup plus adapté et ta présentation ne saurait que le prouver. Voilà, ouais, Donc, ça fait. Jean-Pierre, tu as la main. Bonne soirée, bonne présentation à tous. Donc, vous avez mon écran. Oui, Je vois les visages de ceux qui ont accepté les caméras. Ça, c'est sympa. Je vous remercie. Donc, je vais vous parler de visualisation dans le cadre du pricing, de l'optimisation des prix. C'est un domaine dans lequel je suis depuis maintenant presque 9 ans, à travers deux sociétés, une qui a racheté l'autre en début d'année, là, en plein confinement dernier. Et, euh, et donc, c'est parti. Donc, le pricing, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des processus techniques, méthodes pour définir le prix d'un produit, d'un service ou d'une valeur échangée. Enfin, le prix de quelque chose qui est vendu. Euh, donc, une petite introduction rapide. Pour qui, pourquoi, quel but, comment. Et je vais commencer par un petit exemple que vous avez sûrement déjà entendu. Mais voilà, je vous vends une bouteille d'eau. Quel prix allez-vous être capable de mettre dans cette bouteille d'eau? Donc, imaginons, voilà, vous êtes sur une petite plage sympathique. Je passe cette bouteille d'eau, je vous vends une bouteille d'eau. Vous mettez combien? On va changer le contexte. On est dans le désert. Ça fait 6 heures que vous marchez. Il n'y a pas d'eau. Je suis le seul vendeur. Je vous propose la bouteille. Et combien êtes-vous prêt à mettre pour acheter cette bouteille d'eau? Puis même chose, vous êtes dans le désert, mais soudain, il y a 5 marchands qui arrivent à vendre des bouteilles d'eau. Donc peut-être que le prix va être un petit peu différent. Et puis après, là, il y a une étude très intéressante qui est sortie, je crois, il y a 2 mois. Vous êtes sur la plage, je vais vous chercher une bouteille d'eau, et soit je vous dis qu'elle vient d'un petit magasin, soit je vous dis qu'elle vient d'un hôtel 5 étoiles qui est juste de l'autre côté de la colline. Là. Et on sait que les gens sont prêts à payer plus cher la bouteille d'eau qui vient du magasin 5 étoiles, même si c'est la même. Donc, dans le prix, il y a des dimensions psychologiques, il y a des dimensions contextuelles, il y a plein d'éléments pour lesquels il y a beaucoup de gens qui travaillent et essaient de comprendre comment optimiser les prix de vente pour voilà. Donc le pricing, ça concerne qui? Ça concerne deux domaines, enfin qui couvrent tout, c'est le B2B, donc business to business, donc les entreprises qui vendent à d'autres entreprises. C'est le domaine dans lequel je travaille. Et le B2C, c'est des entreprises qui vendent directement aux consommateurs. Le pricing dans ces deux domaines est très différent. Le B2C a beaucoup plus de données, beaucoup plus de transactions, c'est des millions, voire des centaines de millions de transactions quotidiennes, mais vers des clients qui sont, même s'ils sont identifiés en tant que avec un identifiant unique, le client va être connu qu'au travers de ses achats. Et il y a de la réglementation comme le RGPD pour le traitement des données à mener sur ces données personnelles. Alors que dans le B2B, euh, une entreprise va avoir beaucoup moins de clients dans l'absolu, mais ses clients, elle essaie de mieux les connaître. Il y a beaucoup moins de transactions, mais c'est des transactions sur des montants beaucoup plus gros. Et le contexte de la transaction, la connaissance du client va être beaucoup plus approfondie et la connaissance du produit acheté par le client est également beaucoup plus importante. Le pricing concerne la vente de produits, de services, de valeurs échangées. Donc, pareil, je recentre moi ici sur les produits. On a quelques entreprises de services, mais c'est 80% des produits qui sont vendus. Même si un produit ne se vend jamais sans service associé, ne serait-ce que la livraison, le packaging, le fait de recevoir les coups de fil clients pour pouvoir passer les commandes et tout ça. Donc, il y a toujours une part de service dans le produit. Le pricing, il sert des buts à court terme, à moyen terme et à long terme. Je vais commencer par le long terme. Une entreprise doit survivre. Donc, il faut que le prix de ce qu'il vend couvre toutes ses dépenses. Sinon, elle perd de l'argent et elle disparaît. Donc, l'objectif long terme, c'est la survie. À moyen terme, il va y avoir des objectifs de profit, de gestion de maximisation de revenus. Et à court terme, on peut avoir des objectifs beaucoup plus
agressif, momentané de positionnement sur le marché, d'essayer de faire tomber un concurrent en cassant ses propres prix pour mettre le concurrent en difficulté. On va se retrouver sur des situations qui vont parfois flirter avec la légalité, puisqu'on n'a pas le droit, par exemple en France, de vendre à perte. Mais certains ne s'en privent pas. Et le pricing, mais sur quoi ça, enfin, comment on fait le pricing? Donc, on intègre différentes dimensions. Le coût, on parle de stratégie cost plus, donc on va prendre les coûts de production du produit auquel on va rajouter un pourcentage et qui va représenter la marge que l'on espère faire. Il y a le pricing plus évolué qui va intégrer la valeur qui est prête que la valeur que porte le client final au produit. Donc, on est sur du partage de valeur entre le vendeur et l'acheteur. On va revenir sur les modèles qui se basent là-dessus. Le pricing va également intégrer la notion de demande, le fait que davantage de clients soient demandeurs d'un produit peut avoir un impact sur le prix, puisqu'on va profiter de ce qui est plus de demande pour augmenter les tarifs, surtout si on se rend compte qu'on ne peut pas satisfaire. Donc, je parle de l'offre là. Si l'offre ne peut pas satisfaire la demande, le prix va automatiquement monter parce que on se rend compte que c'est un marché où on peut récupérer davantage de valeur. Et la dernière dimension, c'est l'aspect compétition. S'il y a des compétiteurs sur le marché, le prix peut être fortement impacté par les prix déjà pratiqués par la concurrence. Donc tout ça sont des dimensions que l'on va intégrer dans un modèle pour générer le prix final. Alors, pourquoi on est arrivé à bosser dans le pricing? Parce que le pricing, c'est important. Donc Warren Buffett, l'oracle fantastique du monde du business, a dit en 2011 que la meilleure façon de juger une entreprise, enfin la valeur d'une entreprise, c'est à travers sa capacité à pricer. Et si l'entreprise, elle peut bouger ses prix sans s'inquiéter et que le fait d'augmenter ses prix ne va pas diminuer ses volumes de vente, c'est que c'est une entreprise qui est dans un très bon business. En revanche, ce qu'il dit, c'est que si on doit faire une prière alors qu'on veut augmenter ses tarifs de 10%, et que donc qu'il y a une prise de risque importante, c'est que le business est quelque chose de fragile. Ce business-là est quelque chose de fragile. Et voici une démonstration un petit peu plus scientifique, on va dire, qui a été menée par une étude par McKinsey, je crois que c'était en 2014 2016, je me souviens plus, j'ai pas mis la date. Ça a porté sur 2463 compagnies américaines. Et donc le profit, la marge réalisée, elle est obtenue en multipliant la quantité, le Q, par le prix auquel on retire les coûts variables, V, et à qui on retire les coûts fixes. Donc les coûts variables, c'est par exemple les matières premières qui rentrent dans la composition du produit. Les coûts fixes, c'est tous les frais de fonctionnement de l'entreprise. Et ils ont montré que 1% de variation dans le prix provoquait 11% de variation dans la marge, alors que les autres paramètres, les coûts variables, le volume et les coûts fixes, sont des leviers beaucoup moins puissants si on veut ajuster le profit réalisé par l'entreprise. Et bien que le prix soit connu comme étant le levier le plus puissant, il est, en tout cas en Europe, aujourd'hui, encore le levier qui est manipulé en dernier par les responsables des dirigeants d'entreprise. Donc là, je vais maintenant vous présenter quelques concepts clés du pricing qui vont structurer après et justifier pourquoi dans les visualisations qu'on met en place dans le pricing, on a ces éléments-là qui interviennent. Donc le pricing power dont on vient juste de parler là, il repose sur deux dimensions fondamentales, l'élasticité des volumes au prix et le yield management. Le yield management, caricaturalement, on peut dire que c'est le fait de mettre en place une tarification contextuelle qui va intégrer les coûts de l'entreprise, mais les intégrer intimement. C'est-à-dire que s'il y a des moments de l'année où les coûts ne sont pas les mêmes, parce qu'on a des problèmes d'approvisionnement ou parce qu'on a une saisonnalité sur certaines matières premières ou main-d'œuvre, ainsi de suite, le tarif doit pouvoir changer pour maîtriser ces risques pris par les variations de coûts. Ça va également reposer sur la notion de segmentation. Segmentation, c'est la slide suivante, je vous en parle, enfin pas suivante, mais je reviens dessus. La segmentation d'un marché et le fait qu'elle puisse être dynamique, c'est-à-dire par exemple que si on se rend compte que la demande augmente,
C'est ce qui est fait par exemple par les compagnies aériennes. Si la demande augmente sur les billets d'avion, les prix vont augmenter. Donc, l'élasticité, première visu, mais c'est juste pour positionner le concept. L'élasticité, la courbe présente le fait que si les prix montent, les quantités vendues par unité de temps vont diminuer. Si les prix baissent, les quantités peuvent augmenter. Peuvent. Et on a des types de produits où on a des produits qui ne sont pas du tout élastiques. Donc, l'inélasticité parfaite, par exemple, la quantité constante, quel que soit le prix, va concerner, par exemple, des biens de grande consommation comme le pain. En France, le pain peut bouger de plus ou moins 20%. Le prix du pain est contrôlé, mais mettons qu'il ne le soit pas, la quantité achetée ne va pas changer dans une certaine mesure, puisqu'après, au bout d'un moment, ça va devenir tellement cher qu'on va se rabattre sur le riz ou sur un autre féculent. Mais on a des produits, donc les quantités vendues quotidiennement ne vont pas changer. Et à l'inverse, on peut avoir des produits qui ont un comportement avec une élasticité parfaite, c'est-à-dire que le prix ne change pas, mais les quantités vont varier au cours du temps. Et là, on est plutôt dans ce qu'on va dans des marchés réglementés, comme le marché des médicaments. Les ventes pour les médicaments, pour le rhume par exemple, ils augmentent en hiver, ils diminuent en été, alors que leur prix ne change pas au cours de l'année. C'est d'autres critères qui viennent jouer sur les variations de volume. Ce concept est clé. Quasiment tous nos clients nous demandent d'aller chercher de l'élasticité dans leur transactions, mais c'est très très problématique parce que il faut que les prix soient exposés de manière homogène. Si un prix est baissé à un moment donné, mais qu'on fait une grosse promo, on expose davantage ce prix et du coup, ça peut biaiser la notion d'élasticité. Et de même, l'élasticité n'est pas forcément une relation causale, c'est-à-dire que dans une négociation, lorsque le vendeur va automatiquement baisser les prix parce que l'acheteur demande une plus grande quantité, on est dans une causalité inverse. C'est parce que la personne veut acheter plus qu'on lui baisse le prix. Et c'est pas parce que le prix a baissé que la personne voulait acheter plus. Bon, voilà. Donc il faut se méfier avec ces concepts-là et surtout avec la notion de causalité associée. Autre concept. Alors, vous avez des questions jusque-là ou c'est vous n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a un point que vous voulez que, que j'approfondisse. Pour le moment, il n'y a pas de questions et apparemment, vu le chat, les gens trouvent que c'est très intéressant. Ah, ouais, tant mieux, je verrai ça plus tard. Donc, la segmentation, donc, il s'agit de segmenter les transactions. Segmenter, c'est le terme technique pour dire regrouper en groupes homogènes. Donc, on va regrouper les transactions en termes de clients similaires et pour des produits similaires. Alors, la notion de client similaire, imaginons, je suis un marchand de clous, je vais vendre des clous. Alors, je vais vendre des clous à des quincailleries, mais j'ai également des clous, alors peut-être pas des clous, mais des vis à Ikea. Il y en a un qui va m'en acheter des tonnes et l'autre qui va m'en acheter juste 2 boîtes par an. Je ne peux pas gérer ces clients de la même façon lorsque je vais manipuler mon pricing parce que les contraintes que j'ai à travailler vers un magasin géant comme Ikea ou vers un petit distributeur qui va m'appeler 2-3 fois par an pour renouveler son stock, ce n'est pas géré de la même façon. J'ai des coûts de alors, je vais dire lobbying auprès du grand ou des coûts de livraison auprès du petit qui seront plus importants. Donc, la segmentation, regrouper les transactions en groupe et ça a deux types de on le représente de deux façons, soit de façon arborescente, soit de façon matricielle lorsqu'on veut projeter sur l'ensemble des feuilles de l'arbre de décision des mécanismes. Donc à gauche, par exemple, je vous ai montré, on a testé des modèles d'apprentissage pour une propriété particulière dans un domaine particulier. En ordonnée, j'ai des groupes clients. En abscisse, 2 par 2, j'ai des groupes en ordonnée, j'ai les produits, des types de produits. En ordonnée, j'ai des installateurs ou des distributeurs qui vont acheter ces éléments-là. Et on regarde différents critères projetés sur cette segmentation client-produit. La segmentation peut également intégrer d'autres dimensions. Alors ici, là, je vous montre donc là, c'est une capture d'écran du logiciel PriceFX, de la plateforme PriceFX, où on voit tous les segments. Donc là, c'est des données anonymisées. Donc, vous ne pourrez pas trouver de qui il s'agit. C'est des données réelles, mais qu'on a anonymisées. Enfin, anonymisées. On a échangé les... le nom ne me revient pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on a par exemple ici une dimension produit. Cette dimension produit va à l'étage supérieur avoir une dimension
là c'est marketing, avec des domaines d'activité, puis une dimension territoriale, puis une autre dimension territoriale, et on va naviguer, là ce sont des outils interactifs, si on clique à un niveau donné, on va avoir en dessous toutes les informations relatives, là on a les cumuls de transactions, en fonction de... Alors, le target metric, ça devait être sûrement un taux de marge. Ici, c'est des taux de marge. Donc, c'est un outil de navigation dans l'historique des données et c'est également un outil qui sert à fixer des objectifs. Et dernier concept dont je vais parler, c'est la notion d'optimisation. Alors, qu'est-ce que c'est optimiser un prix? Optimiser un prix, c'est intégrer des objectifs de l'entreprise en termes de stratégie, de positionnement, donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, intégrer des contraintes propres aux transactions qui vont porter sur le process de fabrication, le fait que les produits, par exemple, ils ont des dates de péremption, donc il faut les vendre avant une certaine date. Le fait qu'il y ait une saisonnalité, parce que ça peut être une péremption liée au produit, mais ça peut être également le fait que des bûches de Noël, on n'en vendra plus au mois de février, donc il faut les avoir écoulées avant la fin des vacances. Il peut également avoir des contraintes législatives ou réglementaires qui vont borner le prix. Et on va également intégrer la notion de valeur perçue. La valeur perçue, c'est comment un client, à un moment donné, va considérer qu'un produit a plus ou moins de valeur. Le fait de l'acheter chez un tel, le fait de l'acheter à ce moment-là, le fait Enfin, on peut imaginer, selon le type de business, une multitude de paramètres différents. Et donc, l'optimisation, c'est intégrer tous ces critères-là en se basant sur l'historique pour proposer à l'avenir un prix qui favorisera le fait qu'une vente soit faite ou le fait qu'elle ne soit pas faite. Si on ne veut pas prendre un client, on peut tout à fait monter les prix pour que ce client ne vienne pas. Donc là, j'ai fini avec les concepts. Maintenant, on rentre dans les visus et le brut de la data. Donc là, cette diapo, c'est tout moche parce que le brut de la data, allez, je veux dire 80% de mon boulot en tant que data scientist, c'est de faire du ménage dans les données, de fouiller, de faire fouiller. Donc, on se fait des visualisations vite faites, par exemple, pour repérer que dans les données qui ont été livrées, dans le temps, là, il nous manque un mois de transaction. Donc, on est obligé de passer par des visualisations. Ça va beaucoup plus vite que de créer des petits algorithmes qui vont fouiller et explorer intelligemment la donnée. Également repérer quand on applique des algorithmes sur le truc que finalement on a dans ce cas-là que 3% de la donnée d'entrée qui sert à nourrir les modèles de willingness to pay, donc des données de valeur perçue par le client. Parce que soit, sur le reste, il manque de la donnée, il manque des cases, ça ne concerne pas ce secteur, ou que la précision des modèles n'est pas suffisante. Donc, beaucoup de data vis internes avec du Python, du R pour élaguer dans les données, comprendre, aller revenir vers le client pour demander des livraisons supplémentaires. Donc, les données dans le B2B, on a entre 100 et 10 000 transactions par jour, sur des historiques qui vont entre 2 et 10 ans selon les domaines. Nos clients peuvent avoir plusieurs business units. Les business units, c'est souvent des pays. Donc, un client qui va vendre sur la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Amérique du Sud. Donc, les données sont regroupées par business unit avec souvent des systèmes qui ne sont pas très interopérables entre les deux. Donc, il faut gérer chaque business unit de manière indépendante, mais en gardant des visions macro qui ramènent qui permettent une comparabilité de ce qui se fait sur les différentes business units. Les données clients, dans le B2B, donc on a de la donnée statique. Alors, je répète B2B parce que c'est pas de la donnée qui est légalisée. C'est de la donnée qu'on peut exploiter et de manière sans problème de confidentialité, sauf qu'il ne faut pas qu'on parle des données qu'on a recueillies sur nos clients. Il y a des données statiques qui sont des données descriptives comme la localisation, son domaine d'activité, et on a également des données dynamiques qui, elles, vont être reconstruites à partir de l'historique transactionnel. Par exemple, dire qu'un client est un gros client, ça sous-entend le comparer avec les autres sur une certaine unité de temps. Donc, on a des données sur le fait que le client est en train de grossir en tant que client chez nous. Enfin, quand je dis chez nous, je parle du client pour lequel je ne vais pas être très clair là-dessus. Donc, est-ce que le client est en train de consommer de plus en plus? Est-ce que ce client, il n'achète que certains types de produits ou est-ce qu'il a un panier diversifié chez nous? Même chose pour les produits, beaucoup d'informations sur les coûts de production, le fait que, par exemple, un produit, lorsqu'il arrive en rupture de stock, il faut un certain temps pour remettre en œuvre sa production.
donc plein de paramètres. Et ensuite, on a, pour les données contextuelles, les données contextuelles de la transaction, des informations complémentaires qu'on va chercher à la demande. Par exemple, données calendaires, le fait que, imaginez, vous êtes de la réservation hôtelière, on va prendre en compte le calendrier des vacances pour considérer les zones creuses, zones pleines et l'évolution du tarif en fonction du temps. On peut avoir des prix de la concurrence qui sont relevés à des fréquences extrêmement variables. On peut corréler ça avec des cours de matières premières, des valeurs boursières, le cours du pétrole et tout ça. Dans certains cas, ça s'applique. On va ensuite avoir des données beaucoup plus difficiles à acquérir, mais qui seront le résultat de modèles, donc des modèles de demande ou des modèles de recherche de la valeur. Donc, je vais y revenir à la fin. Là, j'ai quelques exemples à travers des visus. On pourra voir ce qui se passe avec ça. Bon, les outils. Alors, petite devise à droite. J'ai fait un petit panorama des langages et des outils que j'ai utilisés ces 20 dernières années. Et pour finalement dire qu'aujourd'hui, je bosse quasiment qu'avec Python et Groovy, Power BI, un peu d'Excel. Knime, j'ai beaucoup aimé cette plateforme, mais pour qu'un outil marche bien, il faut qu'il y ait une communauté. Alors, il y a une très bonne communauté derrière Knime, mais dans mon entourage, il y a que 2-3% de mes collègues qui l'utilisent. Donc, du coup, on l'utilise beaucoup moins parce qu'il est important, dans une boîte, de pouvoir partager les mêmes outils que les autres. Bon, je vais peut-être pas aller sur l'aspect visu. Ouais, c'est ggplot beaucoup. Power BI, dès qu'on veut des trucs un peu interactifs, un peu de shiny. Et là, dans PriceFX, on a donc du JavaScript et on utilise les librairies de iChart pour des visions interactives un peu complexes. C'est base HTML5. Voilà. Oui, ça, c'est important, je trouve. Le feedback, en fait, aujourd'hui, on n'a pas de mesures explicites de l'usage des graphiques ou de la plateforme avec des outils automatiques. C'est en train de se mettre en place, mais c'est pas exploitable dans mon sens pour définir de nouvelles visualisations. Et ça va plutôt se passer par de l'enquête. Alors les CSM, c'est les Customer Satisfaction Management, donc des gens qui vont suivre comment nos clients utilisent les outils qu'on leur met dans les mains. Et on a quelques clients qui sont des clients témoins à qui on peut poser toutes les questions n'importe quand, à qui on peut faire de l'A/B testing en leur mettant des visus dans les mains, comment vous jouez avec ça, qu'est-ce que ça vous apporte. Voilà. Donc, j'ai trouvé important de vous parler de ce process-là parce que c'est souvent un truc qui est négligé dans le truc. Alors, allez, les visus courantes du pricing. Donc, il y a de la visu pour deux types d'utilisateurs. Il y a de la visu pour sur la droite, les personnes qui vont faire les prix, on va dire les commerciaux ou on va dire les commerciaux pour simplifier. Donc, eux, ils veulent juste savoir si le prix qu'ils proposent au client à l'instant T est bon. Et sur la droite, on va avoir de la visu plus élaborée qui va être pour les managers du pricing, pour les responsables de l'entreprise, ça dépend si c'est une entreprise avec plein de niveaux différents, mais qui va être de l'analyse marché, de la compréhension d'anomalies dans l'historique des données, éventuellement du contrôle des commerciaux. Voilà. Donc, deux types de clients pour deux types de visualisations bien différentes. Première visu qu'on utilise, d'un diagramme de Pareto, qui connaît ou qui connaît pas. Donc, le diagramme de Pareto, c'est on regarde les produits et les clients, le chiffre d'affaires total sur une période donnée, sur une année par exemple, on les range du plus grand au plus petit, on fait un cum sum, et ça nous permet de regarder ici, dans ce cas par exemple, qu'on a 20% des clients qui réalisent à peu près 90% du chiffre d'affaires. Et si on fait la même chose avec les produits, et on voit que 20% du chiffre d'affaires de cette entreprise est réalisé sur à peu près 80% des clients. Donc, cette visu est très importante pour essayer de comprendre comment le business est concentré dans cette entreprise. On a des cas extrêmes où 2-3 clients font 90% du business. C'est en soi un critère inquiétant, ça veut dire que ces gens-là perdent un client, ils perdent 30% de leur business. Donc c'est en soi des critères à prendre en compte dans la finesse avec laquelle on va jouer sur le pricing pour ces clients les plus gros.
Souvent, on ne peut pas toucher les prix qui ont été négociés. En revanche, la même analyse sur les prix, on va considérer que ce qu'on appelle la long tail, là, les 20% des produits qui représentent moins de 2% du chiffre d'affaires, eux, c'est souvent des produits dont on peut bouger le prix assez violemment. Les clients partiront pas. Mais on ne peut pas pour autant se débarrasser de ces prix parce qu'il est possible que certains gros clients soient clients chez vous parce que vous avez un produit là-dedans, il en achète que un par an, mais si vous l'avez pas, il changera de fournisseur. Donc, il faut aller creuser là-dedans chaque produit. Il est dans cette case-là, mais qui c'est qui l'achète? Ah, c'est un gros client qui achète ce produit-là. Du coup, il faut le gérer différemment. Deuxième visu fondamentale du pricing, c'est la waterfall. La pricing waterfall ou margin waterfall, ça dépend si on la prend du côté prix ou du côté marge. Ça permet de comprendre la composition du prix. Donc, je vous l'explique un petit peu. Ici, on a le list price, donc c'est le prix catalogue, en fait, c'est le prix public, le prix qui est connu. Et on regarde comment ce prix s'érode jusqu'à la marge que garde l'entreprise. Donc, on a des prix intermédiaires, donc prix catalogue. Le invoice price, c'est le prix qui va être sur la facture. Le net price, c'est le prix réellement payé par le client. Le pocket price, c'est le prix moins les coûts fixes. Et ce qui reste entre le pocket price et la marge, c'est on retire les coûts de production, quoi. Donc, c'est une vue qui peut être gérée au niveau client-produit, au niveau groupe client produit, au niveau groupe produit client, groupe produit, groupe client. Donc, c'est une vue qui va avoir un périmètre qui va changer et qu'on va utiliser dans l'exploration. Elle peut avoir une complexité variable en nombre de colonnes selon le type de business. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le détail, remise, rabais, réduction. Ça, c'est du pur pricing, mais j'ai découvert ça de manière... et pour moi, c'était des synonymes, mais en fait, pas du tout. Par exemple, une remise, ça va être une promotion. Une promotion est un type de remise. Un rabais se fait sur la facture. C'est parce que la personne elle va passer une grosse commande qu'on va lui faire un rabais. Une ristourne, c'est parce que c'est un gros client qui fait de grosses commandes tout au long de l'année, on va lui faire une ristourne de fin d'année. Un escompte, c'est le fait que comme la personne a payé cash et qu'on n'a pas à gérer un paiement plusieurs fois, eh bien, on va avoir un rabais. Donc voilà, selon la complexité du pricing de l'entreprise et la complexité de comment elle navigue avec ses prix et ses clients, on va avoir des waterfalls jusqu'à des trucs qui sont totalement inutilisables, mais que les gens veulent voir. Jean-Pierre, j'ai une question. Je t'écoute. Parce que je ne peux pas lever la main, moi, comme je suis administrateur. Alors, je la lève. Je t'ai vu. Vraiment. Dans ce waterfall chart, qui est toujours un peu compliqué, tu nous l'as présenté avec un ordre partant de la gauche vers la droite. Est-ce que, d'une part, cet ordre est toujours fixé, c'est toujours dans ce même sens-là, et est-ce que ça correspond à quelque chose de temporel? Est-ce qu'il y a une dimension temporelle horizontalement? C'est-à-dire que c'est vraiment, on va partir du prix affiché, puis ensuite on sait bien, la façon dont tu m'as présenté m'a donné cette impression temporelle. Ouais. Alors, et il y aura une deuxième question après, mais je te laisse répondre à celle-là. Alors, sur l'aspect, c'est pas réellement temporel, c'est plutôt technique. La partie gauche, c'est la partie marketing qui fait que on va considérer, par exemple, que à telle période de l'année, on met en place une promotion sur ce produit. Donc, chaque transaction ne va pas passer par là. Là, c'est un cumul des transactions. Donc là, ça décrit comment le potentiel de prix qu'on avait au départ s'est érodé au cours du temps et ça montre dans quelle case a fuité le prix. Donc c'est pas du temporel, c'est des cases dans lesquelles a fui le prix. Si on a une promo par exemple sur un mois, on peut faire visualiser ce mois-là sur l'année dans une colonne particulière parce qu'on veut visualiser quelles sont les promos faites à Halloween par exemple sur les costumes carnaval, quoi. Et on pourrait avoir à côté une autre colonne qui serait la promo carnaval, par exemple pour les mêmes costumes. Donc il n'y a pas de notion de temporalité, c'est plutôt une notion de décomposition. On a plutôt la première partie qui sont des réductions de prix associées au marketing. La partie là, c'est de la réduction qui est financière, liée à des contrats menés entre le client et le fournisseur. Et la partie droite, c'est la partie structurelle de l'entreprise, c'est les coûts. Et c'est très très standardisé comme visualisation. Tous nos clients connaissent ce langage-là. C'est dans la formation des pricers. La deuxième question, en attendant que d'autres questions arrivent sur le chat,
Euh, Ici, on représente en bleu des choses qui ne sont pas forcément obligatoirement à représenter, puisqu'en fait, on sait bien que ce qu'on va regarder, c'est la différence entre le 0 et la partie basse de la partie rouge. Pourquoi à certains endroits, on s'est senti obligé de visualiser cette hauteur en bleu, alors qu'à tout endroit, on sait qu'à partir du moment où on est en dessous de la partie basse d'une visualisation rouge, euh, on a la différence de prix. Mmh. À un moment donné, Pourquoi à un moment montrer, mettre en surlignage, enfin en ah ouais. évidence ces parties bleues? Alors, à un moment donné, j'avais essayé de simplifier puisque ça permettait de recadrer. Alors, on peut les présenter en valeurs fiduciaires, mais on peut également les représenter en pourcentage, ces valeurs-là. Et en fait, non, ça ne marche pas. Il y a réellement un consensus sur ce format-là. Il y a des bouquins, sûrement, que je n'ai pas vus, mais de pricing, où c'est présenté comme ça, et les gens le comprennent. La partie bleue, c'est réellement la quantité. Et, et après, on a des langages, alors j'ai pas tout mis, mais par exemple, on peut passer sous le zéro. On peut trouver des anomalies où la marge passe de l'autre côté, et dans ce cas, on va la mettre en jaune ou on fait dans une couleur beaucoup plus flashy pour représenter les anomalies. Mais ce potentiel de prix, le potentiel est toujours représenté de manière verticale, même si voilà, et il fait en plus, je trouve, visuellement la cloison entre les dimensions marketing, financières et structuraux. Je vais aller un peu plus loin, tu vas l'avoir, on peut l'étendre, la waterfall, on peut partir de l'autre côté. Là, on va arriver sur des business qui vont toucher différents secteurs. Euh, là, c'est la façon dont le prix va être construit en amont. Donc là, on voit comment le prix se réalise, mais là, comment le prix est décidé. Donc, le base price, par exemple, pourrait être décidé en regardant les prix de la concurrence. Ça peut être notre base price. Et après, les personnes vont rajouter des surtarifications, comme par exemple pour les vêtements. Là, on sait que Zara vend beaucoup plus cher les vêtements en France qu'en Espagne. Donc ici, ils auraient par exemple sur le country adjustment des valeurs différentes entre les territoires différents. Donc la waterfall permet réellement d'explorer comment le prix est construit et surtout comment le prix est réalisé derrière. Parce qu'on peut avoir des bonnes intentions de mettre des rabais et tout ça tellement, et on se rend compte à un moment donné que oups là, oui, tu n'avais pas vu là. Ouais. On peut se rendre compte que que le prix ne se réalise pas comme on l'espérait parce que certaines promotions ne marchent pas, ou au contraire, une promotion a tellement marché qu'on a bouffé toute la marge et qu'après on ne vend plus rien parce qu'on a tout vendu pendant la promo. Donc, bon, ça, je vais zapper. C'est un outil de comparaison des waterfalls entre elles. Donc, on fait des comparaisons de hauteur. Pour moi, c'est toujours un sujet de recherche là, de trouver une bonne visualisation pour comparer des waterfalls entre elles parce que c'est pas satisfaisant. Je suis pas content de ça. Une vue très importante, c'est le margin scatter plot. Donc, alors je vous en ai mis un qui est un petit peu moche, mais c'était sur une ancienne version de l'outil, la résolution est pas très bonne. L'idée, c'est en ordonnée, on a les taux de marge. En abscisse, on a le chiffre d'affaires réalisé sur une période donnée, une année. Chaque point va être un client. Ça, c'est dans la tête, il faut être focus là-dessus. Un point, un client ou un groupe de clients. On peut faire tout à fait le même graphe avec des produits, mais ça perturbe les gens parce qu'ils ont l'habitude, là, ils sont formatés sur le fait que cet élément-là, les points sont des clients. Donc, faut pas jouer avec. Et l'idée, elle est de repérer le fait, alors je vous en montre une autre qui est un peu plus jolie ici. Par exemple, là, on a en plus coloré les groupes de clients en fonction de leur appartenance à une typologie client. On voit qu'on a des petits clients qui font un petit chiffre d'affaires et sur lesquels on fait un taux de marge plus important. Et les gros clients qui font un très gros chiffre d'affaires, x10, là, eux vont avoir des taux de marge beaucoup plus bas. Mais comme ils font des volumes beaucoup plus importants, on gagne beaucoup plus d'argent sur les gros clients quand même. Ce type de visu permet de repérer des anomalies. Donc ici, on a le 0. Donc on va repérer tous les points, par exemple, où les marges se sont avérées négatives. Ça peut être lié à des erreurs de livraison, enfin, ou des malfaçons de produits. Voilà. Donc, ce sont des anomalies, il faut essayer de les explorer. Et tous ces clients-là qui se retrouvent dans la zone intermédiaire, on se retrouve avec des clients qui achètent des volumes plus petits, mais qui ont des tarifs plus intéressants que des gars qui achètent des volumes plus importants. Donc, il faut arriver à comprendre comment il est possible à notre client de réaugmenter les prix qu'il pratique sur ces clients-là parce que il y a une perte de valeur, un potentiel de gain supplémentaire. Alors, il y a des justifications, on pourra en discuter plus tard de pourquoi est-ce qu'un gros client doit payer moins cher, parce qu'il y a des économies d'échelle en fait sur les gros clients. Mais voilà.
Autre visu, c'est le margin bridge. Le margin bridge, c'est un outil pour comparer les marges réalisées entre deux périodes, donc souvent c'est 2 années. On fait une mesure, alors il y a un calcul derrière qui est de mesurer l'effet volume, l'effet prix, l'effet coût. Donc par exemple, l'effet volume, ça va être, je prends les volumes de l'année N plus 1, et je les applique à l'année N-1 en gardant les prix et les coûts de l'année N-1. J'ai un delta de marge théorique et ça me donne l'effet qu'aurait eu mon volume sur l'année N+1. Je fais ça pour, donc ici dans l'exemple qu'on a en haut, on voit que les volumes ont augmenté, que les prix ont baissé, que les coûts, donc l'effet des coûts est négatif, donc ça veut dire que les coûts ont augmenté, mais du coup la marge a pris 1% et c'est lié principalement à l'augmentation des volumes. Alors peut-être que les volumes viennent du fait que les prix ont baissé, mais voilà. Et on a toujours une dernière colonne qui est l'effet mix ou qui est l'effet résiduel, qui va être là pour corriger en fait les effets pour retomber sur la valeur attendue à l'arrivée. C'est une visu pour moi qui est très très biaisante. Donc, elle est également une visu canonique, mais elle est biaisante parce que elle force une interprétation causale des différentes colonnes et sans prendre en compte le fait que ces colonnes peuvent être elles-mêmes corrélées entre elles, enfin, avoir une causalité croisée entre elles. Et surtout, quand on s'amuse à jouer en changeant les périmètres produits et périmètres clients, cette visu peut exploser. Donc, c'est une visu qui est manipulée avec grande précaution et je trouve que l'interprétation qui en est faite, elle est souvent surestimée. Voilà. Bon, bah, classiquement des boîtes à moustaches. Ici, on voit par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça vous devez connaître, hein, mais là, on voit l'anomalie, on voit, c'est que même si grosso modo, on a des médianes qui ont l'air croissantes entre les gros produits, les KVI et la long tail, le vrai problème, il est que les dispersions des taux de marge sur les produits les plus petits viennent recouvrir les autres. Donc, ça veut dire qu'on a des produits qu'on vend peut-être qu'une fois par an, mais avec un taux de marge qui est plus bas que des produits qu'on vend tous les jours, quoi. Et on peut également repérer ici le fait que certains taux de marge passent en négatif sur certains types de produits. Donc voilà, deuxième problématique de ces boîtes à moustaches, c'est extrêmement pertinent pour aller repérer les problèmes, mais quand on est sur une segmentation avec beaucoup de segments, qu'on veut les voir tous ensemble, eh bien on est sur la problématique qu'on ne peut pas mettre des 50 000 boîtes à moustaches côte à côte, parce qu'on n'y voit plus rien. Autre problématique, c'est les outliers. Les outliers, il faut les voir, parce qu'ils représentent des anomalies, donc ils sont l'élément qu'il faut voir. Mais on ne peut pas jouer avec des échelles logarithmiques et tout ça pour essayer de resserrer, gagner en visibilité. Donc on est là sur de la visu contrainte qui sert à explorer rapidement les données, mais où on est toujours frustré par l'existence d'anomalies ou l'existence de trop de segments à devoir regarder en même temps. Donc toutes ces visus que je vous ai montrées jusqu'à présent sont toujours mises, alors je vous le montre ici, là, sont toujours associées avec des outils interactifs de filtrage à côté, où on va changer le périmètre, changer le segment, le resserrer. Et pour terminer, les autres basiques, c'est... oh, j'avais pas vu l'heure, je bavarde trop en fait. Il y a des camemberts, il y a des time series, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Et quand on va vers des visus un peu plus compliquées, par exemple, on peut faire de la saisie de paramètres en allant rajouter des cartes à cliquer, des éléments comme ça. Donc, voilà. Et là, pour terminer, je vais juste vous parler de quelques visualisations bien spécifiques qu'on amène. Je vais vous en parler que de deux là. Ça, c'est de la visu qui est faite par l'équipe qui développe le moteur d'optimisation. Donc, ils ont besoin d'outils pour suivre le temps réel de la résolution de l'algorithme. Donc, c'est juste des line charts avec des 50 000 fenêtres pour suivre tous les agents qui travaillent ensemble. La visu de gauche, là, ça représente un graphe de calcul. Donc là, c'est un graphe très très petit qui va concerner qu'une dizaine de groupes de produits et un sous-ensemble de clients, mais ça permet d'expliciter à nos clients, dans la phase amont, c'est pas dans la phase d'exploitation, mais dans la phase amont, comment travaille le moteur d'optimisation de prix. Le fait d'aller modifier des paramètres sur certains, le fait de prendre en compte la saisonnalité plus que les vacances ou inversement. Voilà. J'accélère un petit peu. Voilà. Donc, une visu bien spécifique, un modèle d'acceptabilité. Donc, le but du modèle d'acceptabilité, c'est de définir quel est le prix qu'un client est capable de payer pour un produit donné dans une quantité donnée. Au final, la visu, c'est
c'est un curseur qui change de couleur au bout d'une ligne. C'est-à-dire la personne qui fait son devis, elle met un prix et le prix, il y a une petite vignette qui s'allume en bleu si le prix est trop bas, en vert si le prix est bon et en rouge si le prix est trop haut. Mais ce curseur-là a demandé le développement d'un modèle beaucoup plus compliqué, avec des étapes de visualisation intermédiaires pour faire accepter le modèle par les managers du pricing au sein de l'entreprise. Donc, le modèle d'acceptabilité, c'est définir à quel prix, quelle est la probabilité que le deal se fasse à un prix donné. Donc, la question est, un client donné, pour un produit donné et une quantité donnée, demande un devis. Notre outil, il va agréger parmi les offres historiques toutes les transactions qui concernent des clients similaires et des produits similaires. Et à partir de là, on génère ce qu'on appelait une surface d'acceptabilité en quelque sorte. Donc ce graphe, je vous l'explique un petit peu, c'est une heatmap avec le prix au kilomètre, parce que là, c'était un produit qui était vendu à l'unité, enfin des rouleaux qu'on découpe en unité de longueur. Donc on a un prix au kilomètre ici et une quantité en ordonnée. Le plus c'est vert, plus la probabilité que ce soit acheté par le client est importante. Plus c'est rouge, plus ça veut dire qu'il va refuser. Et les points qu'on voit, les petits ronds, les petites croix, je ne sais pas si vous les voyez, c'est un peu petit finalement, ce sont les historiques de transactions. Et ce qu'on voit, donc, au départ, on a un gradient uniforme qui va du rouge vers le vert, et on vient plaquer sur ce gradient uniforme. Alors, le gradient uniforme, c'est si c'est trop cher pour des petites quantités, il n'y a aucune chance que de le vendre. Et si c'est gratuit pour des grandes quantités, c'est sûr qu'on va le vendre. Donc ça, c'est le gradient initial. On initialise la heatmap comme ça. Et ensuite, on vient rajouter les points qui sont les données historiques. Quand on a une croix, c'est que le devis à ce prix-là a été refusé par le client. Et quand on a un rond, c'est que le devis à ce prix-là a été accepté. Et du coup, on modifie graphiquement un modèle. Et quand on pose une question au système pour une quantité donnée, ça revient à faire comme une coupe topologique. Donc là, on est la distance entre 330 mètres et 750 mètres. Donc on vient faire une coupe comme une coupe topologique là sur ce gradient. Et on représente, on a les points historiques. Après, on fait juste une interpolation, une petite spline là-dessus. Et là, on a notre courbe d'acceptabilité du client par rapport à l'historique et on sait que si on lui met un prix à 650 € le kilomètre, il y a 50% de chances qu'il accepte. Voilà. Donc ça, c'est le modèle, un exemple de visu modèle en quelque sorte. Et dernier point, ici, c'est intéressant, c'est une autre heatmap, mais on est dans une problématique de transport, et l'idée, c'est on utilise le même canevas de visualisation, à la fois pour poser le modèle. Donc, du transport, c'est j'ai une quantité, un volume à transporter sur une distance donnée. Les lignes, c'est par exemple Toulouse-Paris, c'est une ligne. Donc, on va créer des heatmaps avec des lignes similaires, qui vont être sur des distances similaires, ou des fréquences d'usage similaires, ou des contributions de cette ligne au chiffre d'affaires du transporteur. Sur une ligne donnée, le transporteur va définir une heatmap qui est que je veux faire plus de marge lorsque je transporte des petits volumes sur des courtes distances que lorsque je transporte des gros volumes sur des grandes distances, sachant que un gros volume sur une grande distance sera vendu plus cher de toute façon. Là, c'est juste la marge. Dans la théorie, on a un gradient à avoir. Et donc ça, c'est la construction du modèle, comment on va fixer les objectifs vers le moteur d'optimisation, mais on peut également utiliser la même structure pour visualiser la réalisation Alors là, c'était dans l'historique, et regardez que dans l'historique, là, sur ce segment, donc c'était la route type A, le gradient est un petit peu visible, mais on a quelques artefacts. Par contre, il y a d'autres segments où on a des anomalies avec carrément des pertes ou ici des taux de marge beaucoup plus importants sur des grandes distances que sur des distances plus courtes. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu le panorama des visus, surtout les canons du pricing et puis quelques trucs un peu atypiques. Et je suis désolé parce que j'ai été plus long que prévu. À vocation. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et non, ça va, on a à peu près respecté quand même le timing. En tout cas, très, très intéressant. Est-ce qu'il
il y a des personnes qui ont des questions. Si oui, soit vous les écrivez dans le chat ou soit directement, vous pouvez lever la main et Christophe pourra vous donner la parole. Et Je vois que Christophe Lebeau a posé une question. ah, voilà. Eh ben, Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. D'abord, merci beaucoup, parce que c'était vraiment très, très bien introduit, un beau sujet. J'en aurais bien pris pour 1 heure de plus. Donc vraiment, bravo. Mes enfants, non. Hein. C'est ça le souci. Nous, on aimerait bien continuer, mais il y a des contraintes, effectivement. Non, moi, j'avais une question sur les données que vous récupérez pour faire vos analyses. Parce que je suis dans le secteur e-commerce également, et on a toujours du mal à s'assurer que les données entrantes sont fiables. Ça peut prendre un certain temps. Donc, comment vous faites pour vous assurer que les données que vous allez mettre en place pour vos modèles sont suffisamment fiables et robustes pour que ces modèles soient utiles? Comment vous faites pour adapter en fait, ces modèles-là dans les premiers mois? Parce qu'on n'a pas forcément les bons indicateurs. On peut avoir des ventes qui sont faites dans des canaux différents. On a des ventes qui sont parfois agrégées dans certains outils et parfois détaillées dans d'autres. Qu'est-ce que ça vous amène comme problème et comment vous le réglez? Mais là, vous avez un exemple en bas à droite. Vous voyez toujours mon écran? Oui. Le Sankey diagramme, il permet de montrer au client dans quelle mesure ces données sont exploitables. Et dans ce cas-là, on voit qu'on n'a que 4% des données, enfin, que par rapport à son périmètre de données d'entrée, dans ce cas-là, c'était assez dommage, mais on arrivait à travailler à fond que sur 4% des données. Après, on a comment dire, on arrivait à faire des sous-groupes de qualité intermédiaire, mais là, c'était des données qui quasiment étaient disqualifiées parce qu'elles étaient mal remplies par le client au départ. D'accord, et donc ça reste comme ça. Après, vous. Ah ben, là, il faut que le client corrige. La plupart du temps, ce sont des problèmes d'export ou des problèmes, on a eu de tout, des problèmes de sauvegarde de données qui n'ont pas marché, ou la personne, elle pensait sauvegarder ses données régulièrement, mais finalement, chaque sauvegarde écrasait la copie précédente. Enfin, voilà. Et s'il n'y a pas la donnée, il n'y a pas la donnée. Par contre, on porte une grande attention à la qualité des données dans la phase amont. Il faut construire des modèles tests. Alors, j'en ai pas parlé, mais on utilise en prototypage beaucoup de machine learning avec du XGBoost, avec des decision tree avant de déployer le modèle, notre modèle maison. On utilise beaucoup de modèles pour regarder quelle est la puissance prédictive qu'on peut extraire des données qui nous ont été fournies. Si ça ne passe pas ces tests préalables, ben on essaie de réparer avec le client d'où viennent les problèmes de données. Là, par exemple, ici, on a un trou dans les données. Bon, mais on va voir, et c'est un fichier CSV qui a été oublié. On va le chercher et on complète. Mais c'est de laisser erreur. On rentre les données, on regarde si on fait un compte rendu au client. Et est-ce que le client retrouve ses petits dans ce qu'on lui raconte, premièrement. Ensuite, des outils automatiques de dispersion. Quand on a des données catégorielles, ben, il faut repérer que chaque catégorie, elle est présente dans une estimation compatible avec ce que le client attendait, et ainsi de suite. C'est clair. Oui, donc après, les résultats ne sont pas forcément ceux attendus par le client au début, mais en fait, ils s'ajustent au fur et à mesure. Par contre, après, si vous avez des analyses sur un historique assez long, il y a sans doute des plages de dates que vous ne pouvez pas prendre parce que vous n'aviez pas d'informations Tout à fait. Alors là, en ce moment, il y a beaucoup de clients qui reviennent vers nous parce que les modèles qu'ils avaient faits juste les années précédentes, en période de Covid, là, ne marchent plus. Le contexte a changé. Le contexte a changé, et là, il y a deux possibilités. Soit on considère qu'on est dans une possibilité de retour à la normale et qu'on a juste une perturbation. Dans ce cas, il faut essayer de quantifier le biais actuel. Et dans ce cas, on va retravailler les modèles pour essayer de prendre ce biais. Ou alors, on considère que ben non, on est dans un monde différent et du coup, il faut réapprendre from scratch. Mais est-ce que la période actuelle peut servir de référence d'apprentissage pour ce qui va se passer dans 6 mois? Voilà. Donc, c'est des problématiques, ça dépend des secteurs, ça dépend de. Là, on est plus sur des problématiques plus machine learning que visualisation, bien que la visualisation sert à faire de l'audit du machine learning pour regarder qu'on est en train de diverger, que le modèle est en train de biaiser, qu'il est en train de surestimer en permanence les tarifs qui sont réellement. Voilà. Donc il y a de la visu pour auditer les performances des modèles.
Très bien. Merci pour la réponse. Avec plaisir. Alain, tu voulais intervenir? Oui, moi j'avais une question concernant un peu tes outils. Alors tu nous as dit que tu as un graphique que tu as mis un peu plus loin, là, que les outils que tu utilises ont varié dans le temps, voilà. Qu'aujourd'hui, bon, en gros, tu utilises énormément Python, un peu d'Excel, un peu de Power BI, etc. La question que j'avais, c'est qu'en fait, quand tu fais du nettoyage de données, bah, tu utilises un peu tous ces outils, donc tu fais des micro-applications, j'imagine, hein, pour chaque client. Et je voulais savoir comment vous gériez ça, parce que tu n'es pas le seul à faire ce genre de choses. Comment, au niveau de l'entreprise, vous gérez ces applications et tous ces outils? Donc, dans l'entreprise de PriceFX aujourd'hui, il y a deux types d'activités. Il y a l'aspect data science, où on va partir un petit peu parfois débroussailler de la donnée. Mais sinon, quand un client arrive avec ses données assez propres, il intègre directement les données. Donc, il y a une équipe d'intégration des données et là, tout se fait quasiment automatiquement. Ils ont donc c'est du Java et du Groovy hein, qui permettent de faire les pré-traitements, les pipelines de données. Et les données sont finalement mises dans des bases de données sur lesquelles je peux venir faire des recherches. On peut aussi avoir des cas où oui, C'est ton outil PriceFX qui fait ça, en fait. c'est l'outil PriceFX, ouais. Et cette partie intégration, je ne la gère pas du tout. Là, j'ai la chance d'arriver, je mets les pantoufles et j'arrive, j'ai toutes les données en base de données, je n'ai plus qu'à les regarder et tasser mes modèles dessus. Alors, moi, ma question, c'est par rapport à tous les, j'allais dire, tu disais, ben, il faut regarder les données, il faut les visualiser, Voilà. etc. Donc ça, est-ce que vous avez chacun vos propres outils ou c'est quelque chose que vous partagez? Enfin, c'est plutôt cet aspect-là que ça m'intéresse. Alors, ce que je te disais, l'aspect là, c'est on va dire, le cas parfait, le client qui arrive avec une problématique que l'on a déjà traitée et tout a déjà été mis en librairie. Il arrive, il passe par l'équipe d'intégration, il met ses données, ça marche. Voilà. Après, on a pour des cas un peu différents ou des sources de données qui ne seraient pas compatibles avec des choses qui ont déjà été faites, des outils. Alors, dans l'équipe, on est pas mal à bosser sur Python. Mais sur l'aspect contact données client, aujourd'hui c'est Python. C'est principalement Python et on a des librairies maison avec une forme de pipeline interne de pré-traitement de la donnée qui va justement aller checker les données temporelles, enfin checker tous les types de colonnes, créer les graphiques qui vont bien pour les types de données temporelles, qui nous permettent de fouiller très très vite les anomalies ou la cohérence des données. Voilà. C'est l'IPython. Après, donc ça, je parle de l'aspect data science, donc mon équipe au sein de PriceFX. Et il y a aussi l'aspect qui est mené par les commerciaux, enfin ceux qui gèrent la relation client, eux, ils vont plutôt avoir tendance à bosser avec des outils comme Power BI et Excel. Et ils vont travailler sur des extracts de données, les passer dans Power BI Excel, et eux commencer à faire un pré-nettoyage ou à travailler sur des périmètres particuliers. Mais ils ne passent pas dans ces outils-là l'ensemble des données à un moment donné. Ils vont toujours travailler sur des sous-parties des données pour commencer à regarder ce qu'ils peuvent sortir comme indicateur et aider le client à fournir également les bonnes données ensuite à la plateforme PriceFX. J'ai répondu à ta question? Ouais, alors du coup, ça m'en a ramené une autre. C'est qu'en fait, vous créez donc beaucoup de petites applications, hein, que ce soit des applications Excel chez les commerciaux, par exemple, ou toi, quand tu veux faire du nettoyage de données ou tout un tas de choses comme ça. Donc, vous gérez plein d'outils comme ça que vous partagez entre vous. Et j'imagine que derrière, vous devez avoir un peu un système de gestion qualité de manière à ce que vous n'ayez pas des milliers partout, quoi. Donc, vous avez, j'imagine, quelque part une manière de gérer toutes les évolutions de ces outils parce que tu vas faire un graphique, tu vas changer un peu, etc., quoi. Oui. C'est un peu ça, moi aussi, ma question. Alors, je te dis, sur la librairie Python et sur Power BI, on a un espace partagé où on va mettre la librairie qu'on fait évoluer. Donc, autant pour les algorithmes que pour les aspects visu et traitement pipeline. Donc, on a des blocs, des modules de librairie, on en a en Python.
Power BI, c'est pareil, on a des bouts de code. Alors, ça peut être aussi des bouts de code de Python qu'on met dans Power BI, mais on a des espaces de partage et des trucs qui marchent bien et qui peuvent être réutilisés par les différents utilisateurs. Voilà. Après, il est certain que PriceFX est une boîte qui grandit très vite et qui se développe sur je crois que c'est plus de 60% du business se fait côté américain, avec des équipes qui gèrent les clients côté américain, qui sont arrivés avec leur propre culture et leurs propres outils. Donc, il n'y a pas d'uniformisation des outils de travail. Mais plus une notion de partage de bonnes pratiques et que dès que quelqu'un met au point un traitement spécifique pour un problème spécifique, il est tagué, rangé à ses propres noms pour que quelqu'un qui retomberait sur le même problème dans le moteur de recherche de la boîte puisse retomber sur ce qui a été fait. Alors, est-ce qu'il refera ça ou est-ce qu'il l'implémentera dans ce qu'il a l'habitude d'utiliser? Je ne sais pas. Et valable aussi pour les visualisations graphiques, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons une question, je pense, de Oussam. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. En fait, c'est pour savoir quel solver vous utilisez pour la partie optimisation. Et donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, j'ai compris qu'il y a une complémentarité entre l'utilisation de machine learning et de moteurs d'optimisation. Ma question est, est-ce que les prédictions faites par le machine learning vont créer des paramètres, comme par exemple le willingness to pay, qui serviront par la suite comme input pour le moteur d'optimisation? Est-ce que la complémentarité fonctionne exactement ça? D'accord, parfait. Merci. Et du coup, le solver. Alors, le solver pour la partie optimisation, c'est un solver multi-agent. Donc, j'ai fait mes études à l'IRIT à Toulouse dans une équipe qui développait des systèmes multi-agents. Système multi-agent coopératif, c'est un paradigme de conception agent particulier et qu'on a appliqué à différents domaines. On a fait de l'apprentissage profond avec, mais il marche extrêmement bien sur l'optimisation et le multi-critère. Donc là, en fait, pourquoi la boîte Brennus a été rachetée par PriceFX alors que c'est en période de Covid et tout ça, c'était assez difficile pour nous, c'est parce qu'on avait ce moteur d'optimisation qui intéressait PriceFX, qui n'avait pas de moteur d'optimisation. Donc, ils sont venus nous chercher pour ça, et là, on a intégré notre moteur dans leur plateforme, et c'est plutôt... Et donc, c'est pas une solution sur étagère? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. C'est du code, c'est du code qui est totalement propriétaire, qui est basé sur des librairies et des développements théoriques publics. Mais le code sur lequel on bosse là depuis aujourd'hui 9 ans, il est spécifique. D'accord, ça c'est impressionnant. Merci. On va passer la parole à Christophe Rugby. Il voulait parler, je crois, de boîte à moustache. Oui, on a vu pas mal de visualisations avec des boîtes à moustache rendues aux clients. Donc, ça sous-entend qu'ils sont déjà avancés pour s'approprier le concept. Mais surtout, ça sous-entend que les données, elles sont avec des lois normales derrière. Et sur plein de visualisations en XY, on avait du mal à voir des lois normales de dispersion des... Ah, tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas si ça constitue une question. Non. C'est réellement, par exemple, hop, si je reviens là-dessus, voilà. Là, on est sur de la loi normale parce qu'on est sur des très grands nombres, des très très grands nombres de transactions, et forcément, des grands nombres aidants, on garde la notion de. Après, quand on arrive là-dessus, tu as des grands nombres parce que tu as le zéro quand même. Ta normale, elle va pas. Oui, mais il y a beaucoup de. Là, on est sur vraiment beaucoup de données. Alors, je me souviens plus du tout du nombre de transactions, mais c'est plusieurs millions de lignes pour chaque boîte à moustache. Donc, il y a malheureusement beaucoup d'anomalies. Je me souviens plus de la raison pour laquelle là, on en avait en dessous de zéro, mais
Voilà. Donc là, en revanche, quand on arrive ici, on a une limite. Alors, on va pas tester la normalité pour chacun des échantillons. Je sais que personnellement, moi, je ne génère pas une boîte à moussas. Si j'ai moins, je crois, c'est d'une quinzaine de points dans mon élément. Et l'idée, c'est essayer de regarder si on a des sous-groupes qui commencent à se dessiner dans les éléments. Là, c'est pas rangé. J'ai dû cacher la partie base de l'écran parce que on reconnaissait les noms des produits, enfin des types de produits. Donc j'ai caché la légende. La façon dont c'est ordonné suit une hiérarchie client. Et l'idée là, elle aurait été, on aurait espéré avoir une espèce de montée vers le haut avec des prix plus resserrés sur certains éléments. Donc là, effectivement, elle est dévoyée. L'usage de la boîte à moussage est totalement dévoyé. Mais ça n'en reste pas moins utile pour aller repérer des anomalies. On a 30 groupes qu'on veut repérer rapidement ou repérer dans ces 30 groupes où est-ce qu'on a des éléments qui sortent du lot. Et ben, là, c'est pas le cas, quoi. On n'a pas de... Mais celle-là, typiquement, elle est pour vous en interne ou elle est livrée au client? C'est une visu que le client peut se reconstruire. Ouais, d'accord. Et est-ce que Aurore le mentionnait, est-ce que des violin plots, ce serait pas mieux, justement, pour avoir visuellement le test de normalité? Alors, comment dire ça? Le violin plot, il n'est pas compris. Il n'est pas compris et il est sujet à débat pour sa représentation graphique qui va perturber certains. Juste, si je peux me permettre, ouais. Par contre, des fois, c'est pour ça que je suis entièrement d'accord, le violin plot va pas forcément être compris, c'est très compliqué pour un client, je pense. Sinon, des fois, mettre un petit jitter un petit peu à côté, au moins, alors peut-être que le client comprendra pas forcément tout, quoi qu'encore c'est des points, mais au moins vous, par exemple, quand on regarde les boîtes à moustaches là de la fin, très dispersées ou quoi que ce soit, ça donne une petite idée, voilà. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Alors, j'ai pas tout montré, mais il y a des cas où je l'utilise, où c'est vraiment réellement pertinent quand on va rentrer dans le détail. Dans un graphe pareil, si on commence à mettre du jitter, ce que je voulais montrer là, c'est je suis d'accord. La densité horizontale qui pose souci. Mais quand on va comparer des graphes, quand on veut réellement entrer dans la comparaison détaillée de deux groupes, c'est tout à fait un truc qui est utilisé. Merci beaucoup. On va peut-être pas tarder à conclure. J'ai un petit sondage à vous demander avant de conclure. Peut-être pour savoir qui était membre du club. On ne va pas vous demander si vous avez apprécié la prestation de Jean-Pierre. On va vous demander de clapper dans si vous pouvez, la caméra. J'ai pas d'ego, donc j'apprends des erreurs. Clapper comme ça ou ajouter une réaction et remercier Jean-Pierre. Vous dire qu'on va conclure ce meet-up dans 3 minutes, mais qu'on va laisser le Zoom ouvert si des personnes veulent continuer à discuter. On va rester à boire un coup. Mais avant, on voudrait quand même savoir, parmi les personnes qui étaient là aujourd'hui, qui est membre du club et on incite bien entendu les autres à venir nous rejoindre dans le club. En attendant, effectivement, merci beaucoup à Jean-Pierre. Et si vous avez encore d'autres questions, on reste ouvert, mais on va fermer officiellement le meet-up maintenant, après t'avoir remercié. J'espère que tu as passé une bonne soirée, Jean-Pierre, avec ton rhume ira bien. Mais nous, non, mais ça va, c'est juste un coup de froid, quoi. Bête. Un normal, quoi. Il y en a normal. Eh bien, ça vote, hein, mais pas complètement. Mais voilà, on va avoir les résultats tout à l'heure. Alors moi, j'en profite, s'il reste 1 minute, je voulais bien poser une autre question. Vas-y, pendant que les gens votent. En fait, Jean-Pierre, moi, c'était sur ta slide, tu sais, où tu as présenté les outils que tu utilises. J'avoue qu'il y en a que je ne connaissais pas.
Je ne sais pas ce que c'est que Groovy, par exemple, ou même Gfy ou Gfi, je ne sais pas comment on prononce. Gfy, c'est un plugin de l'IDE Eclipse qui permet de faire de la visualisation de grands graphes, qui est très performant sur des grands graphes. Moi, j'en étais servi à l'époque quand je travaillais sur des analyses de population et de génétique, et ça permettait de réaliser plein de paramètres en même temps. C'était, j'ai plus à bosser sur ces... Attends, je peux vous montrer peut-être une image que j'avais faite sur... Hop. Et hop, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bougez pas. Ah, c'est pas grave. Je te trouve une visu faite avec Gephi, par exemple. Si tu veux donner les résultats du Flûte. sondage pendant qu'il cherche, sinon, il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai trouvé, j'ai plus qu'à le montrer là. Top. Et surtout pour les graphes, en fait. Hein, Ouais, c'est ça. Et Groovy, en attendant, Groovy, c'est... voilà, je vais sortir comme ça, voilà. Ça, c'est l'exemple de graphe qu'on fait avec Gephi, où il y a des centaines de milliers de points qu'on va regrouper sur leurs certains critères. Donc là, c'était sur du rendement de mail. Là, c'était de visualisation de regrouper les éléments en fonction de leur composition génétique. Et là, c'est les regrouper en fonction de leur hérédité et en couleur en fonction du rendement de chaque plante de maïs. Donc, ça permettait de regrouper quand on avait des trucs. Donc ça, c'est Gephi, c'est très sympa à utiliser. Et Groovy, c'est un langage, comment dire, c'est un Java simplifié. C'est du Java, mais avec il n'y a plus à gérer la composition des objets, il n'y a plus à gérer le truc. Et c'est l'outil de communication avec la plateforme PriceFX avec laquelle on pourra interagir avec les données, pour faire appel à du code Python, pour faire voilà. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, les résultats du sondage sont qu'il y a encore quelques petites personnes qui vont s'inscrire au club, mais qu'a priori, vous avez bien suivi l'appel. Et c'est très bien, ça nous motive pour faire nos newsletters et pour partager un petit peu tout ce qu'on a à partager comme événement et comme info, et aussi à vous connaître un petit peu mieux. Alain, tu veux conclure ou tu veux que je lance encore un sondage pour savoir qui connaît Groovy? Non, juste pour dire que, pour remercier avant tout Jean-Pierre, là, parce que c'était vraiment très, très intéressant, cette présentation. Et puis, voilà, vous dire qu'on est quand même désolé de ne pas pouvoir faire de rencontres physiques, parce que quand même le but de nos meet-up, c'est quand même de se voir, et voilà, même si on arrive quand même à communiquer via la webconférence, mais c'est quand même pas aussi bien que quand on se voit physiquement. Donc, j'espère que quand on sortira un peu de cette période Covid, on pourra de nouveau se voir ensemble. Bon, d'un autre côté, je pense qu'on gardera cet esprit de faire à la fois du physique et du virtuel, parce que ça permet aussi à des gens qui ne sont pas forcément sur Toulouse et qui n'ont pas forcément la disponibilité pour venir, de quand même pouvoir se connecter. Donc on va voir, hein, on apprend aussi avec cette situation un peu nouvelle, enfin un peu étonnante qu'est le Covid, quoi. Voilà, en tout cas, moi, je trouve que c'était vraiment très intéressant. Et puis, je vous invite à vous connecter au club, à poser des questions. Enfin, voilà, on a plein de moyens de communication. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez des idées ou quoi que ce soit, revenez vers nous et on se fera un plaisir de discuter avec vous. On fait une petite photo de fin si vous allumez vos caméras. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Je voulais remercier tous les gens qui sont venus ce soir, depuis chez eux, mais qui sont venus et qui nous ont fait le plaisir de participer à cette communauté. Ça nous fait plaisir parce que, franchement, on ne s'attendait pas à être si nombreux. On pensait qu'il y aurait peut-être, avec la météo, beaucoup moins de monde. Et voilà, ça nous fait toujours plaisir quand il y a plein de gens. Surtout qu'il y a aussi quelques nouveaux. Alors, il faut que quelqu'un prenne la photo. Je vais essayer de faire ça.
Pour ça, il faut que vous me fassiez un joli petit coucou. Tu nous vois tous là? Ouais, je vois tout le monde là. Enfin, je vois pas mal de gens. Peut-être en faire une deuxième après. Hop. Eh bien, merci à tous. Bonne soirée. Merci pour l'invitation. À la prochaine fois. Et encore merci à Jean-Pierre. Et on laisse ouvert. On ferme officiellement le meet-up, mais on laisse ouvert. À la prochaine.